Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des témoignages d'anciens militaires et réfléchir au genre que ça constitue et que ça représente désormais, de ce que ça dit aussi de la relation entre les militaires et la société française. J'ai le plaisir de recevoir deux des membres de l'association Vétérans de France. D'abord Louis Saillant, vous êtes fondateur de l'association, ancien commando marine, auteur et quelques années maintenant de Chef de guerre chez Mareuil Éditions, un livre de souvenirs de vos années dans les commandos marines qui a eu une grande résonance dans le milieu et au-delà. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Merci Alexandre. Et ensuite Guillaume Malcani, directeur de la publication de l'association, ancien militaire, désormais cadre civil au ministère des Armées, auteur de plusieurs livres aussi, notamment L'audace de servir. Donc bonjour, bienvenue à vous aussi. Merci. Alors je l'ai dit, c'est une émission qui est une discussion autour de cette pratique qui n'est pas nouvelle du tout en fait, mais qui est extrêmement cyclique et qui revient très largement en ce moment du témoignage de militaires et notamment d'anciennes forces spéciales, c'est toute une question aussi. Et vous êtes vraiment, je pense, de bonnes personnes pour en parler parce que vous êtes tous les deux d'anciens militaires, plus ou moins éloignés désormais de l'institution, comme on y aurait pensé. Et vous avez fondé donc cette association qui est aussi une chaîne YouTube et désormais un livre, Vétérans de France. Un livre qui est inspiré, qui est tiré des témoignages et des émissions que vous faites sur YouTube. Donc, alors d'abord pour entrer dans le sujet, j'aurais aimé peut-être commencer par nous présenter un peu et résumer votre parcours, dont j'ai vraiment fait le service minimum. Ouais. Louis. Donc, moi je suis ancien militaire, donc j'ai fait 14 ans dans les armées. J'ai eu un parcours un peu fragmenté puisque j'ai commencé dans l'armée de l'air en tant qu'élève pilote. J'ai fait 3 ans et ensuite j'ai basculé de manière dramatique vers les armées, vers les armées, c'est un lapsus, vers la marine. C'est le grand plongeon. Ouais, c'est ça, exactement. Et je suis entré chez les commandos marines et donc où j'ai fait le reste de ma carrière. Voilà, donc j'ai quitté les armées et en fait j'ai toujours eu en tête ce projet d'écrire parce qu'en fait il y a un truc moi qui m'a toujours frappé, c'est les histoires de popotes. Les histoires qu'on raconte entre nous de différents événements qui ne sortent jamais. Donc ces histoires qui sont très confidentielles et certaines qui doivent le rester et certaines qui mériteraient d'avoir plus de visibilité à l'instar des Américains ou d'autres pays comme ça qui arrivent très facilement à mettre en avant des petites histoires et à en faire des mythes. Voilà. C'est hyper, on va revenir là-dessus, ouais. Je suis totalement d'accord. Guillaume, allez-y. Alors moi je suis Guillaume Malcani, je suis effectivement ancien officier de l'armée de terre, j'ai fait 13 ans dans des unités donc conventionnelles, dans la maintenance opérationnelle, donc on commande des gens qui sont à la fois mécaniciens et combattants, plusieurs OPEX, et j'ai quitté il y a 2 ans, et je suis toujours au ministère, mais en tant que cadre civil, et je travaille sur des programmes d'armement dans la partie de l'expertise technique au niveau de l'artillerie et du génie notamment. Et avant l'armée, j'ai étudié les sciences humaines et j'ai découvert un auteur qui s'appelle Jean Lartegui. Et je pense que ça a été assez déterminant dans ma volonté de m'engager et dans ma volonté de partager aussi par l'écriture les récits de nos anciens et des moins anciens. Parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les vétérans aujourd'hui, c'est pas forcément des gens qui ont les cheveux grisonnants, même s'il y en a. Et ça, c'est quelque chose que la société est en train de redécouvrir avec, il y a eu l'Afghanistan, le Mali. Et je veux dire, aujourd'hui, un vétéran peut très bien avoir une vingtaine d'années et déjà de rotation au Sahel et quelques actions de feu éventuellement, quoi. Ouais, tout à fait. Mais alors, peut-être racontez-nous donc l'association, donc Vétérans de France, d'où ça vient et quand c'est fondé. Quel était l'objectif ? Je m'adresse à vous, Louis, parce que c'est vous qui l'avez fait. Mais l'idée, c'était déjà tout de suite d'avoir des émissions, des livres, je sais pas. C'est hyper intéressant parce que d'ailleurs, sur votre site, c'est un peu pas toujours clair. Enfin, il y a un truc de solidarité, un espace de trucs. Il y a aussi des réseaux, de la communication. Il y a aussi des émissions. Mais donc, en gros, c'est venu dans quel ordre ? En gros, le concept premier de l'émission, c'était... On le résume souvent par une phrase simple qui est l'entretien de la mémoire militaire française. Donc ça, c'est vraiment la mission principale de l'association. C'est l'entretien, le développement aussi. C'est-à-dire, l'idée, c'est de marquer les histoires qui arrivent à nos vétérans qu'ils racontent et de les garder pour nous, pour la société, mais aussi pour les générations futures. Parce qu'on est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité n'a jamais connu de bibliothèque aussi résiliente qu'Internet. C'est qu'en gros, vous prenez un truc écrit dans le marbre, vous prenez un papyrus d'il y a 3000 ans, c'est beaucoup plus précaire comme système par rapport à Internet, où vous avez un système décentralisé, où tout le monde peut rentrer en mémoire de la documentation, etc. Et donc, on s'est dit, en fait, c'est quand même intéressant d'avoir un accès aussi simple à cette bibliothèque d'Alexandrie
et de ne pas en faire profiter le plus grand nombre. Et donc c'est un peu ce qu'on a voulu développer. On verra au fil du temps, c'est avant la grande tempête solaire électromagnétique qui nous coupera moi, je suis tous très ambitieux. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des parties qui seront sauvegardées, c'est ça qui est important. D'où le livre. Et après, je sais que c'est aussi... ça va faire... c'est peut-être un peu bizarre, mais moi je voulais renouer avec une tradition française. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une interruption dans une tradition française qui est celle de l'écriture. Et en gros, de développer des concepts, développer des idées et de les offrir au plus grand nombre, et pas seulement au collège de guerre, pas seulement à l'état-major, mais de l'ouvrir très largement. Je prends pour exemple... Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut dire, soit dit en passant, que c'est quelque chose, donc ce que vous faites, qui existe en fait, mais qui ne sort pas. C'est-à-dire, par exemple, le SHD a une mission, a une réelle mission, donc le service historique de la défense, de collecte des témoignages, de choses qui restent dans des archives. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas de documentation, c'est juste qu'il n'y a pas de diffusion et il n'y a pas de décentralisation effectivement du récit. Mais c'est tout à fait intéressant effectivement de partir du principe, mais qui est particulier pour les militaires, que tout devrait être accessible et que ça intéresse tout le monde. Et que les gens, il y a une relation très particulière au secret quand on est militaire. Alors le SHD, c'est pas le même rapport. Hein. Le SHD, c'est vraiment pour conserver des traces de ce que les armées françaises ont fait, voire même pour des judiciarisations post-opération, des choses comme ça. C'est très important comme rôle. Mais nous, il y a plus cette mission de rayonnement. C'est-à-dire de dire au plus grand nombre. Et donc ça, c'est un truc qui est à la fois est très excitant, parce que on en voit les fruits, hein. Nous, on pensait que notre cœur de cible, ce serait des vieux, des personnes à partir de 50 ans. En réalité, on voit l'essentiel de notre population, grâce aux statistiques sur YouTube notamment, c'est qu'en fait, 90% des gens qui regardent nos émissions sont situés entre 18 et 30 ans. Et on n'a pas les chiffres pour en dessous de 18. Parce que YouTube, normalement, interdit nos émissions en dessous de 18. Donc, en fait, on pense... C'est vertigineux en dessous de 18, on peut le dire. Enfin, je veux dire, ils ne collectent pas les stats, mais on sait que tous les 11-18 ans regardent YouTube. Et donc, en fait, c'est forcément énorme. Mais ce qui est intéressant aussi, dans leur recrutement, l'entretien des vocations, puisque les 11-18, c'est ce qui intéresse les armées. C'est la population qui intéresse les armées, notamment pour le recrutement, qu'ils ont souvent du mal à toucher. C'est pour ça qu'ils passent par les jeux vidéo, ils passent par plein de trucs comme ça. Et c'est super aussi de témoigner pour des retraités qui se souviennent de l'Indo, mais c'est pas exactement la même chose. Je sais pas, Guillaume. Oui, c'est marrant qu'on dise ça, parce qu'on a beaucoup de retours aussi de jeunes qui s'engagent parce qu'ils ont vu les vidéos Vétérans de France. On a des échanges avec le recrutement. Il y avait une committee manager, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques temps. Qui nous a volé une vidéo. Elle se reconnaîtra. On sait que elle se reconnaîtra. Mais en fait, je vois passer un clip de l'Armée de Terre et j'entends une voix que je connais bien, qui est celle de Mayol Besson, qui est à Usbin, qui est devenu un super copain et un gros témoignage de vétérans. Et c'est sa voix qui est mise sur un short du recrutement de l'Armée de Terre. Et du coup, je lui envoie, je lui dis, mais c'est super, mais on n'a pas été mis dans la boucle, mais c'est pas grave du tout. Mais c'est sa voix de l'émission. De l'émission, c'est un extrait. Volé, et c'était rigolo. Notre média. Et alors, pour l'anecdote, pour je sais pas si vous avez envie de faire striker l'Armée de Terre de YouTube. Non, par contre, on veut que tout le monde sache qu'ils ont volé. Non, mais ils ont volé, mais intelligemment. Pour le buzz. Ouais, c'est pour le buzz, parce que ça s'est fait en bonne intelligence. Non, c'est entre les gens, et c'est très rigolo, parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y a une certaine reconnaissance, en fait, de par cette utilisation. Et en plus, on était quelques mois après aux Invalides pour la remise du prix cinématographique de Schunderfer, parce qu'on a une vidéo de Vétérans de France qui avait été sélectionnée, et ça c'était vraiment très chouette. Et d'ailleurs on en profite pour remercier notre réalisateur Martin Delbecq qui fait un super travail. Et quand on était aux Invalides pour ce prix qu'on n'a finalement pas eu, mais on avait été sélectionné, on a rencontré la fameuse community manager et on lui dit mais c'est toi, et elle nous a dit oui excusez-moi mais je trouvais ça vraiment super. Et ouais, c'était génial, ça se fait dans un très bon esprit. Donc il y a quelque chose, il y a un impact sur le recrutement à travers nos vidéos, ça c'est certain, et on en a les retours qui n'étaient pas volontaires, mais tant mieux. Non, mais alors, c'est hyper... Alors, je peux préciser tout de suite, donc les auditeurs pourront aller voir, mais bon, c'est des grosses vidéos. Alors, c'est des dizaines et des centaines de milliers. Enfin, les plus grosses, je crois que c'est autour de 300-400 000. Plus, même, on doit être entre 500 000 chez Marius, je pense. Oui, Marius, donc Marius qui est encore un cas très particulier, mais qui est très intéressant, parce que c'est à plein d'égards le précurseur de tout ça. Oui, c'est ça, donc voilà, c'est ce genre de chaîne où vous faites des audiences qui sont comparables, peut-être un peu inférieures aux équivalents aux États-Unis, où aux États-Unis ça peut décoller à un point monumental, mais c'est quand même dans le même ballpark. Enfin, c'est une très grosse chaîne YouTube, et c'est une très grosse chaîne YouTube de témoignages militaires. Il n'y en a pas beaucoup de cette taille-là qui soit à peu près analogue. Alors peut-être une manière d'entrer là-dedans, c'est comment, donc vous avez témoigné, Louis, vous avez fait une vidéo sur votre parcours de commando marine, pas vous, Guillaume. Comment est-ce que vous les trouvez, les invités? Qui c'est?
En fait, l'histoire a commencé, on avait déjà des gens qui étaient dispo. Déjà des gens qu'on connaissait. Et en fait, ces histoires de pop-up qui sont connues. Dans certaines unités, vous avez dans certaines unités, dans l'unité, il y a les 2-3 mecs que tout le monde connaît parce qu'il lui arrivait ça, ça et ça. Et parfois, c'est la dizaine de mecs. Vous alliez au 8, tout le monde vous parle des mecs d'Ouzbin. 8e régiment. 8e RPIMA. Tout le monde connaît les mecs qui ont été à Ouzbin, ceux qui n'étaient pas loin, le jour J, etc. Et dans toutes les unités, vous avez ça. Vous avez le mec qui a sauté sur une mine, vous avez le mec qui s'est retrouvé à finir au corps à corps avec des talibans, des histoires incroyables. Et donc, en gros, il suffisait de taper dans une poubelle et il y en avait 10 qui sortaient, quoi. Et ils avaient envie de parler ? Non. Non, c'est très spécifique. En fait, on a une approche qui est très spécifique parce que, en fait, on a une approche qui est très confraternelle. C'est-à-dire que quand on approche des gens, les premiers qu'on a approchés, on les a vraiment approchés en disant, si vous voulez témoigner, déjà, il faut que ça vienne d'eux. En gros, personne n'est forcé de témoigner. Et ensuite, le deuxième truc, c'était bien de leur dire que nous, on mettait un garde-fou. C'est-à-dire que nous, on fera en sorte qu'il n'y ait pas d'enjeu pour notamment la sécurité personnelle. Et si jamais ils voulaient qu'ils revoient la vidéo, etc., il n'y avait pas de problème. Et donc, il y a une espèce de gage de confiance, en gros, qu'on donnait au début. Et qu'on continue à donner, qu'on entretient. C'est vraiment notre pierre angulaire. C'est que les gars aient confiance quand ils viennent. Et maintenant, maintenant, on a des demandes, en fait. Maintenant, on a des gens, et très souvent, c'est pas les gars eux-mêmes qui se dénoncent, mais c'est les collègues qui les dénoncent, en disant un tel, parce qu'il y a quand même un culte de l'humilité, du collectif dans les armées, etc. On va y revenir, mais sauf erreur de ma part, c'est que des anciens. Alors, en majorité, ce sont des anciens. On a quelques actifs. Cependant, dans les gens qu'on a reçus. Donc là, on a... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est... Je vous le dis parce que moi, j'ai ce format qui est dans le viseur, etc., qui est très particulier parce que c'est que des... Non, pas que. Mais c'est très essentiellement des actifs. Donc, pour ça, on est obligé d'avoir un processus... Déjà, c'est très compliqué de les faire parler. Et du coup, on est obligé d'avoir un processus de validation très, très institutionnel pour checker avec ça. Et donc, ma question... Et c'est hyper intéressant parce que ça renvoie aux militaires, ça renvoie à leur relation à l'institution une fois qu'ils se barrent. Parce qu'on va pas se mentir, il y a un quart des gens qui partent en gueulant, en disant que c'est tous des cons et tout. Donc il peut y avoir une relation très particulière à l'institution qui leur a pas forcément rendu tout ce qu'ils ont donné, etc. Donc la question, c'est comment est-ce que vous gérez à la fois cette envie de dire, qui est super et qui est très très humaine, et en même temps, c'est pas exactement pareil d'interroger quelqu'un qui est encore dedans et qui est tenu du coup par une sorte d'éthique au quotidien, et quelqu'un qui est parti et qui n'a pas forcément la même relation. Vas-y. Donc, du coup, effectivement, juste pour revenir, il y a des gens qui sont encore actifs. Effectivement, on a du coup des validations un peu plus poussées, sachant que tout ce qui est un peu sensible, on le fait valider. Récemment, on a reçu une ancienne agent clandestine de la DGSE. Elle est passée par la DGSE pour faire valider les propos. Enfin, tout se fait intelligemment dès qu'il y a quelque chose de sensible. Et quand quelqu'un est encore en activité, il faut les... Comment ? On pousse, bien sûr. On pousse. On va dire aux gens, pas que ce soit fade. Allez-y, poussez. Nous, on veut les trucs croustillants. On veut les choses qu'on n'entend pas ailleurs. Les petites histoires font les grandes histoires. Et les gens ont plein de petites histoires. Donc, on fait le maximum pour les pousser, pour avoir un récit le plus authentique possible. Et c'est ça qui nous différencie de la com officielle. Et ensuite, les gens, même s'ils ont parfois, et ça arrive bien sûr à quelques sujets de mécontentement vis-à-vis de l'institution, ils savent qu'ils ne sont pas là pour régler des comptes et que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et s'ils viennent, c'est qu'ils ont quand même gardé un amour certain pour leur armée, pour leur pays. Donc ça passe vraiment derrière le témoignage. C'est pas le sujet, ils le savent. Et ils ne l'évoquent pas spécialement, et c'est pas la majorité en plus. Non. Enfin, c'est même une toute petite minorité, et encore, c'est un ou deux sujets, mais c'est pas vraiment un souci en réalité. Qui passent, si ça leur tient vraiment à cœur, on laisse, parce qu'on veut un récit qui soit le plus authentique possible. Oui. Après, il y en a, effectivement, il y a parfois des ratés. Non, mais je vais vous donner un exemple. Je regardais pour préparer, enfin, je sais pas, je me les suis pas tous refaire, mais je regardais le truc du colonel Perdeuillon, qui est devenu quelqu'un d'extrêmement médiatique, et dedans, il avait des tournures que je reconnais, parce que c'est des trucs que les gens disent, c'est j'avais ces chefs à ce moment-là, ils étaient débiles, etc. Ce qui est un truc que tous les militaires disent en permanence, parce qu'ils sont, personne n'aime ses chefs, c'est normal, c'est fait, pas toujours tout le temps, quoi. Bon, lui, il est colonel, il a été de camp de président de la République, donc c'est un peu différent comme relation, mais du coup, ça fait une relation, ça fait des choses. On a des lignes rouges. Mais il n'a pas donné de nom. On a des lignes rouges, voilà. On a certaines lignes rouges que nous, on ne peut pas franchir. Donc c'est effectivement ce qu'a dit Guillaume, c'est en gros l'attitude vis-à-vis de l'institution. On peut en être mécontent, etc., pas de problème, mais on est surtout là pour raconter des souvenirs. Donc l'idée, c'est pas d'offrir un
une tribune acrimonique envers l'institution, ça ne nous intéresse pas. Ça n'intéresse personne, en fait. Ensuite, nous, on ne veut pas que ça rentre dans la politique. Surtout pas. On reste dans l'esprit de ce qu'on avait avant aux armées, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste apolitique. Donc on ne veut pas de lien avec quelque mouvance que ce soit, ça ne nous intéresse pas du tout. Et je pense vraiment que ça n'intéresse pas les auditeurs non plus, en fait. Mais parfois la ligne est ténue. Mais voilà, donc ça, on fait attention à ça aussi. Et voilà, comme a dit Guillaume, on est en bonne intelligence. Ce qui nous permet d'avoir des gens qui viennent assez facilement. Et pour l'anecdote, on a plus de gens. Parfois, on a des gens aux frontières qui sont encore à moitié inactives, réserve très avancée. Mais en fait, on a plus de refus dans ces cas-là que de validation. Donc, on fait toujours la validation. Parfois, on fait des validations pour le principe. Mais nous, on sait en interne que ça passera pas. Donc, on les fait quand même. Ça passe pas. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard, quoi. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous êtes une association complètement privée. C'est-à-dire... Oui. Vous êtes encore cadre au ministère des Armées, donc faut pas trop déconner non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais ils peuvent rien vous interdire. Et c'est un levier qui est par ailleurs important pour négocier les validations. Je peux ? Oui. Alors, j'aurais juste 2 trucs avant pour pas oublier, c'est qu'effectivement, il y a aussi le fait qu'on fasse ça intelligemment. C'est reconnu par l'institution, donc ils nous font confiance et cette confiance est très importante et on l'entretient et les gens qui viennent le comprennent bien. Et je voulais juste revenir sur ce qu'on disait avant quand on trouve les invités. Ce qui est rigolo, c'est que maintenant qu'on a un peu de visibilité, on peut aller chercher des gens plus loin ou des gens qu'on admire et qu'on aimerait faire venir. Et je pense même à Michel Goya qui est venu et dont on n'a pas encore sorti la vidéo, mais c'est rigolo, ça nous permet d'aller chercher des gens qui peut-être c'est récent l'association, mais je dirais qui au début aurait peut-être dit c'est quoi votre truc, non moi je veux pas venir. Ouais, et ça c'est rigolo. Ouais. Mais donc je te laisse. En fait je voulais du coup j'ai perdu le fil de ma pensée. Non. Alors revenons sur la composition est intéressante parce que on en reparlera peut-être. Il y a une question avec les forces spéciales, qui est une question éternelle, parce que c'est la grande question du genre. Et j'ai regardé, j'ai pas compté, j'ai pas fait le décompte, parce que de toute façon c'est compliqué, il y a des gens qui sont passés, revenus, etc. Je dirais à la louche 3/4 de vos entretiens, de vos épisodes, donc de votre 30aine d'épisodes, c'est des anciens en forces spéciales, ce qui n'est pas exactement la proportion de forces spéciales dans les armées françaises, donc c'est une surreprésentation. Et donc il y a 2 questions. Tout de suite, il y a les forces spéciales et officiers, sous-officiers, soldats du rang, parce que il y a des catégories qui sont habituées à plus prendre la lumière, il y a des raisons à ça, mais en même temps, ça provoque des effets d'opacité sur d'autres pans des armées. Ce que je voulais dire tout à l'heure, et ça rejoint un peu le propos là, c'est que en gros, on est effectivement externe à l'armée. C'est un inconvénient, puisque du coup, on a moins d'accès. En revanche, c'est un énorme avantage, parce que du coup, on peut aller dans des zones où on négocie dur avec les armées, on va dire. Pour l'anecdote, il y a des trucs qu'on nous a demandé de retirer, qu'on a laissé, parce que nous, notre ligne rouge principale, c'est bien sûr la sécurité des opérations. Et parfois, il y a des méprises sur ce qu'on communique. Et donc, dans un esprit un peu de communication stratégique, on nous invite à retirer certains trucs. Moi, j'ai un exemple à l'esprit. Et donc, pas le gabarit. Et donc, on se dit, en fait, on le laisse parce que ça fait partie de l'authenticité du récit. Et ça n'engage rien, en fait. C'est juste qu'effectivement, parfois, c'est un peu dur. Moi, j'ai affronté ça déjà. Quand j'ai sorti mon bouquin, j'ai eu les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des choses qui ne plaisaient pas. Et ce que j'entends, mais qui n'étaient pas engageantes, en fait. Et ça, c'est assez difficile parce que, du coup, comme on est dans un espèce de... Non, mais donnez des... Guillaume, t'as un exemple ? Est-ce que je parle des Chocobn ? Ouais, si tu veux, oui. Mais c'est rien, mais... Je sais pas, c'est un exemple, non ? Oui, c'est un exemple. Il y a une vidéo avec quelqu'un, en l'occurrence, c'était Louis, qui alors, faut que je resitue, mais en gros, en opération extérieure, il se faisait voler, lui et ses camarades, ses Chocobn par des vilains petits singes. Non, mais les gens ne mesurent pas. Donc, mais se faire voler ses ressources alimentaires, surtout quand il s'agit de Chocobn en opération, mais c'est un crime de guerre. Et donc, du coup, Louis et ses camarades ont mis des silencieux sur leurs armes et sont allés récupérer leurs Chocobn. Et ça avait déplu... Traiter les singes. Ils sont allés neutraliser quelques singes, très violents, cependant. C'est assez agressif. Et donc, du coup, voilà. Et c'est plutôt rigolo, même si, bien sûr, on n'encourage absolument rien. Mais ça avait un petit peu déplu. Ils disaient, c'est peut-être pas une très bonne image de l'armée, etc. Mais en fait, c'est pas du tout une image de l'armée. C'était un contexte très précis avec une anecdote qui est plutôt loufoque. Et il a été décidé par un comité réuni et un vote unanime de beaucoup de personnes au sein de l'institution et d'appui, de l'association, je veux dire, et de conserver le morceau. Et c'est ce qui a été le cas. Et en plus, ça a fait ça a eu un bel impact pour
pour promouvoir le reste en fait des vidéos, de l'association, du message que l'on veut transmettre. Donc voilà, c'est des petits exemples. Mais c'est très intéressant mais parce que rigolo, c'est exactement la différence entre la SecOps, donc la sécurité opérationnelle, et la communication. Évidemment que personne n'a envie, quand on travaille dans la communication des armées, personne n'a envie d'entendre dire que des soldats en opération extérieure se mettent à flinguer des singes, écocides, plein de choses, etc. Pour autant, ça n'a pas de problème de sécurité opérationnelle, à moins que des groupes armés terroristes veulent militariser des singes piégés pour vous attirer là-dedans le plus tard. Trop vite, attention. Je pense que c'était très, très secondaire. Mais soit dit en passant, moi je peux dire, pour moi, en tout cas pour le format que je fais, le seul truc, c'était... alors d'ailleurs, il y avait d'autres choses qui étaient... Il y a d'autres critères, mais l'un d'entre eux, c'est ne rien dire qui puisse mettre dans la merde quelqu'un si quelqu'un entend ça, notamment des terroristes. Parce que j'ai lancé ça à l'époque de la grande époque de la contre-insurrection, notamment au Sahel. C'est en même temps assez large dans une certaine mesure. Et j'ai parfois diffusé des choses qui étaient juste passées entre les mailles de la validation, où on m'a dit, ça en vrai, c'est pas terrible. J'ai notamment le souvenir, on m'a dit ça un jour sur quelqu'un qui témoignait sur la bataille de Mossoul, qui témoignait des trucs qui ont un épisode historique, qui ont été racontés maintenant depuis très largement, des petits drones de l'époque, les Mavic que Daesh piégeait, etc. Bon, c'était un témoignage tout à fait légitime. Je crois que je l'ai fait valider. Enfin, je sais plus parce que c'était un ancien militaire. On m'a dit c'était pas top. Bon, dont acte. Ça veut dire quoi, pas top du coup? Pas top. Dans la gradation, c'est. Ouais, c'est vrai. C'est où dans la gradation? Non, mais moi non plus, je fais pas partie des armées. Donc, c'est difficile à lire, je trouve. Oui, mais c'est pas top vous êtes quelqu'un qui a pas pour objectif que des soldats français se fassent buter plus facilement à l'avenir. Ah oui. On vous dit c'était pas hyper judicieux parce que ça, en termes de sécurité des opérations, en termes de vulnérabilité, on préférerait que ça sorte pas. Bon, je ne l'ai pas dédiffusé parce que ça ne sert à rien de toute façon, une fois que c'est sorti. Mais il faut l'entendre et il faut essayer d'y réfléchir un peu différemment la fois suivante. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une ligne qui est extrêmement floue selon le point de vue opérationnel dont on se place, quoi. La ligne, en fait, c'est une bande. En gros, c'est une bande, c'est pas une ligne. Et cette bande, nous, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on travaille au corps avec les équipes de communication des armées pour avoir la ligne la plus ténue possible et pour que nous, on ait le plus de lisibilité. Vous faites réécouter tout ? Non, quand c'est sensible. En fait, nous, on sait déjà... Oui, mais du coup, c'est vous qui déterminez déjà la base. Nous, on sait déjà, on a déjà nos lignes, et on sait qu'il y a des trucs, c'est du bon sens. Oui, je précise. Mais c'est subtil. Ouais. Ça, je prends l'exemple, juste les sous-marins nucléaires français, par exemple. Quels sont les aspects les plus critiques à ne pas connaître sur les sous-marins ? Tout. Justement, non. En fait, la plupart des éléments sur un sous-marin, en fait, ne sont pas... Alors, on aime bien mettre un voile de confidentialité de défense sur tout, mais en réalité, il y a peut-être 2-3 éléments qui sont clés. Le reste, en fait, on s'en claque. Par exemple, combien il y a de kilotonnes dans un sous-marin en termes de charge, en termes de charge de tête nucléaire ? C'est assez connu, en fait. Quelle est la puissance d'un sous-marin nucléaire ? La propulsion, on le sait aussi. On peut en déduire l'autonomie. Donc, en fait, c'est quoi qui est secret ? Mais en fait, il y a 2 trucs qui sont vraiment clés. Il y a la profondeur d'immersion. En fait, les sous-marins, ils peuvent aller à une certaine profondeur. Ils se diluent dans la carte, mais en fait, en fonction de la profondeur, donc tout ce qui est lié à la profondeur, donc l'épaisseur de la coque, l'architecture de la coque, etc., ça, par conséquent, devient confidentialité de défense, secret défense, etc. Et de la même manière, la signature de l'hélice. Personne ne voit jamais les hélices, mais c'est parce qu'elles sont gardées comme alors que vous pouvez voir le périscope, vous pouvez voir le mât avec toutes les antennes, ça tout le monde s'en moque en fait. Vous pouvez le voir plein de fois et voilà. Donc en fait c'est quand même quand ça devient très technique, là pour le coup on est plus prudent. En revanche quand c'est moins technique, on se permet quand même pour aller plus vite aussi, parce que quand on demande une validation, alors là on rentre dans une boucle de validation où chaque chef dans son bureau a son opinion à donner et c'est un arbitrage qui n'a pas de pression dans le temps, alors que nous on est pressurisé dans le temps parce que quelque part on a un business à faire tourner, on a des vidéos à sortir, une communauté à servir et donc parfois il y a des petits des petits achoppements, quoi. Ça je vous le dis, le seul secret c'est de dire si dans un délai ça n'a pas été non, c'est que c'est oui. Alors, mais on ne peut pas prendre ce risque parfois. Parfois, c'est trop chaud. Mais alors, je veux juste préciser, et ça me ramènera aussi à ce qu'on évoquait juste avant, c'est que toutes les vidéos d'unités non conventionnelles avec des actions potentiellement plus sensibles qu'ailleurs sont envoyées en entière.
Donc ces vidéos-là, elles sont vues, donc des GSE, forces spéciales, etc. C'est vu de A à Z, il n'y a pas que des extraits ou autres. Donc ça, pour le coup, on les envoie vraiment. Donc ça, non, mais ça nous renvoie à cette question des forces spéciales que je vais vous poser. Donc, parce que on sait pourquoi les forces spéciales, ça marche bien fonctionnellement, etc. Parce que, évidemment, c'est des trucs déjà à l'échelle individuelle, généralement des actions de contact direct, des actions d'éclat, etc. C'est la différence entre la Grande Guerre et l'Iliade, quoi. C'est des trucs très individuels avec de l'héroïsme, etc. Donc, évidemment, ça fait des très bonnes histoires. Voilà. Comment est-ce que vous pondérez ça, parce que aussi, c'est des vidéos qui font des vues, comment est-ce que vous pondérez ça par rapport à un spectre plus large ? Alors, Guillaume ? Pour moi, il y a deux facteurs. Ok. Vas-y, Guillaume. Alors moi, je veux juste préciser, je veux vraiment insister là-dessus, d'autant plus que moi, je suis issu des forces non conventionnelles, des forces conventionnelles et non pas des forces non conventionnelles, donc de l'armée régulière. Moi, je n'ai rejoint Vétérans de France que parce qu'il y avait des unités conventionnelles, et c'est ces récits-là, moi, qui m'interpellent le plus. Et quand on a fait le livre, typiquement, l'éditeur, au départ, qu'on remercie au passage, voulait faire à un moment que les forces spéciales, et je dis, c'est hors de question, moi, c'est pas du tout mon état d'esprit. D'autant plus que les unités conventionnelles, quand elles sont engagées sur des actions un peu particulières, elles sont peut-être, on pourrait imaginer, un peu moins bien préparées, donc il y a peut-être d'autant plus d'héroïsme, ou d'autant plus... Donc pour moi, Vétérans de France, il y a moi, il me semblait que c'était plus moitié-moitié, mais c'est peut-être 2 tiers, 1 tiers, mais les forces spéciales, c'était une sorte d'appel d'offres au début, Louis en reparlera, mais une de mes grandes volontés, c'est vraiment d'équilibrer la chose, et l'armée conventionnelle, c'est l'armée la plus conséquente, comme vous le disiez tout à l'heure, donc du coup, c'est ceux que l'on doit le plus représenter, donc il y a une force spéciale de temps en temps, un GIGN, un commando marine, c'est superbe, mais moi, ma volonté, c'est que Vétérans de France, ce soit essentiellement de la régulière, avec des actions particulières. Moi, je vois 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que au départ, moi, j'avais un réseau forcément un peu plus étendu dans les opérations non conventionnelles, donc c'était plus facile d'atteindre les gens, ce qui est important dans ce qu'on fait. Et le deuxième facteur, pour moi, c'est un facteur doctrinal, dans le sens où... c'est doctrinal avec 2 sous-parties pour moi. La première sous-partie, c'est que toutes les armées ont toujours entretenu une forme d'élite. Jusque dans les années 70-80, on avait les paras, qui étaient quand même la quintessence du guerrier dans l'armée française. C'est passé un peu là aux... D'aucuns diraient que ça servait essentiellement à ça, les paras à l'époque, c'est-à-dire il y avait un effet d'élite et un effet d'impression. Mais ce qui renvoie par ailleurs, soit dit en passant, à la longue histoire de ce que vous faites, c'est-à-dire il y a, je ne sais pas si les auditeurs en sont conscients, mais il y a eu une très grosse période d'efflorescence autour de Bijard, autour de la figure de Bijard, donc dans les années 60, qui était plein de choses, mais qui était notamment un très bon client médiatique. Il y a eu énormément de livres, d'articles, de reportages, etc. Au point, et on en reparlera, de devenir un peu douteux par moment, parce que c'est devenu un marqueur politique assez fort, les paras du coup. Mais du coup, voilà, il y a cette grande histoire de ce qu'ont été les paras pour l'image des armées en France, et d'ailleurs très problématique parce que se retrouvait à recouvrir avec cette idée de les paras ont gagné la guerre et l'armée régulière l'a perdue. J'exagère à peine, c'est un peu ça que ça a fini par devenir dans la conscience collective. Alors moi je voulais pas faire un focus particulier sur les paras, mais plus sur le phénotype de l'élite dans les armées. On peut reprendre aussi... c'est marrant, votre phrase me fait penser à une phrase de la Première Guerre mondiale avec le personnage de capitaine Conan, qui était donc un officier de la Première Guerre mondiale qui avait une troupe de conscrits, et il disait eux ils ont gagné la guerre et nous on a fait la guerre. Eux ils ont fait la guerre, nous on a gagné la guerre. Voilà, c'était sa phrase. Mais pour dire que en fait il y a toujours une unité d'élite. Je pense, dans le fonctionnement des armées, quels que soient les territoires ou les générations. Il y a toujours eu ces unités-là. Maintenant, c'est passé aux forces non conventionnelles, soit. Moi, je pense qu'il y a un autre deuxième effet aussi sur le fait qu'ils soient assez représentés dans nos émissions, c'est que la doctrine, aujourd'hui, fait qu'en fait, les actions de feu ne sont pas du tout exclusivement réservées aux opérations non conventionnelles, mais dans la doctrine, en fait, on va prendre peu de risques, même pour les opérations non conventionnelles, peu de risques, et donc dernier risque qu'on va prendre, on va prendre des unités qui ont un peu plus d'expérience opérationnelle ou qui ont un meilleur appui, un meilleur support, etc. Et donc, on se retrouve avec des unités conventionnelles qui vont plus facilement bombarder, pour pas prendre de risques et d'engager du soldat français, que les FS. Quand vous regardez par exemple
l'histoire des blessures, quand vous regardez les listes de blessures qu'il y a eu, par exemple, en Afghanistan, pour les forces conventionnelles, c'est essentiellement des éclats. Donc on pense aux IED, etc. Et les forces non conventionnelles, c'est essentiellement des blessures par balle. Donc ça dit aussi le rapport à la menace. Et donc nous, on se retrouve avec des récits qui, de facto, quand on a affaire à des non conventionnels, c'est rapidement des récits engageants. Hein. On a des gars qui nous racontent comment ils ont vu l'expression du gars pendant qu'il lui tirait dessus. Et des récits conventionnels où on sait qu'il y en a. C'est pour ça qu'on a fait Usbin, c'est pour ça qu'on a fait tous ces trucs-là. On sait qu'il y en a. Mais c'est quand même moins, c'est moins bien réparti dans les unités conventionnelles. Mais on cherche à aller les chercher. Mais c'est la grande époque de la contre-insurrection aussi. Enfin, je veux dire, il y a une raison pour laquelle les forces spéciales ont eu cette prééminence dans les armées françaises, c'est que c'est ça qu'on a fait en Afghanistan et au Sahel, passer les premières étapes de Serval. Après, quand on dit forces non conventionnelles, je fais des grands raccourcis, parce qu'en réalité, même dans la force conventionnelle, on a tous les GCM, GCP, nous on a vachement bossé avec eux. Donc les groupements commando montagne, groupements commando parachutistes, des différents régiments. Oui, moi j'appelle ça des forces spéciales, enfin je les classe plutôt dans les forces spéciales. Ils ont des moyens très proches, et franchement ils ont des façons de travailler qui sont très proches. Nous on est parfois mêlés à eux, donc en fait... Guillaume ? Mais oui, c'est intéressant parce que du coup on en arrive parfois à solliciter des gens qui ne veulent pas venir parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, et non plus parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils sont soldats, la modestie, etc. Parce qu'ils se disent, il n'y a que des forces spéciales. Moi, les gars, je ne suis pas force spéciale, pourquoi je viendrais sur vétéran? Donc, c'était un grand combat aussi, après, de rééquilibrer la chose. Là, c'est bien acté. On a même, je suis content, il y a un de mes gars, un mécano, dont on sort bientôt la vidéo. Il n'a pas d'action de feu flagrante, mais il a plein de choses à raconter, plein d'anecdotes superbes, et c'est hyper opérationnel. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut stabiliser la chose. Faut qu'il y ait les deux. Les histoires de popotes. Mais non, mais c'est un grand problème, le problème de la modestie. Le problème de l'humilité, le problème il y a des gens plus légitimes que moi pour raconter cette histoire ou pour raconter des histoires. Enfin, comment dire, c'est un truc peut-être probablement moins dans les forces spéciales, mais c'est un truc que non, mais c'est un truc qu'on enfonce à coups de pioche quand même en formation initiale et ensuite tout le long. C'est-à-dire, on veut pas des superstars en Ray-Ban, on veut des pions et des opérateurs qui soient capables de fonctionner, de faire ce qu'on leur dit et d'être efficaces et d'être une machine bien huilée. Ensuite, disons la repersonnalisation, puisque raconter une histoire, c'est fondamentalement repersonnaliser ce qui est arrivé à un collectif. C'est pas si évident que ça à proposer, spécialement pour des gens qui sont pas sortis il y a très longtemps, j'imagine. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Nous, on a eu moi, j'ai eu le cas là, d'un ancien d'une unité force spéciale là, qui me parlait récemment exactement de ça. Il me disait, en unité, on me disait toujours, toi, c'est bien, tu fais ton truc, mais regarde un tel, il a fait 10 fois plus, 100 fois plus, il était 100 fois plus fort, 100 fois plus de déploiement, etc. Donc, tu n'as rien à dire. Et en fait, à force, tout le monde a toujours une référence d'un mec autour de lui, et en fait c'est endogame. Du coup, à chaque fois, les mecs se tiennent entre eux et se disent, ah bah non, en fait, il y a toujours et quand on prend un peu de recul... Et à la fin, on remonte jusqu'à Bijard. C'est ça. On remonte à Alexandre le Grand, quoi. Donc en fait, et ce qui était intéressant avec ce gars-là, c'est qu'il a eu une prise de conscience, maintenant reversée dans le civil, prise de conscience qu'en fait, ce qu'il avait fait n'était pas rien, en fait, par rapport aux autres. Il se retrouvait avec des gens autour de lui qui n'avaient jamais touché un fusil, et il se rendait compte qu'il a eu du temps et une maïeutique pour qu'ils comprennent qu'en fait, ce qu'il a fait était absolument incroyable. Et moi, j'ai eu le même processus. J'ai eu tout un processus de sortir du truc, prendre un peu de recul, et dire, non, mais en fait, c'est pas normal d'avoir fait ça, en fait. Et avec un truc de... C'est les côtés moins... Mais il y a de la jalousie, beaucoup, dans les armées. Alors, et il y a un côté... lui, il a fait... Enfin, je veux dire, c'est internalisé, mais c'est aussi... lui, il a fait des trucs cool, mais je connais des gens qui ont fait des trucs plus cool, plus héroïques, ce qui est probablement vrai, c'est pas la question. Mais disons, il y a une manière aussi, une sorte de tissu social, de gens qui se tiennent et qui s'assurent que personne ne prend le melon, spécialement d'actifs. Alors, je pense que c'est un intérêt, mais je pense que ça dessert aussi certaines unités. En tout cas, moi, de l'expérience qu'on a vue là, la recommandation que je peux faire à quelqu'un qui veut raconter son histoire, ne venez pas chez Vétéran France. C'est la meilleure recommandation que j'ai à faire si jamais c'est une personne qui est un peu sensible par rapport à son ego, etc. Il ne faut pas venir. Ah oui. Et je dis parce ça. Que vous allez vous faire défoncer dans les commentaires. Non, pas dans les commentaires. En interne. En plus. En interne. Si on a un mec qui parle, nous on a tous les échos. Moi j'ai eu des histoires. Alors il faut que je vous raconte celle-là, elle est incroyable. Donc on a eu des spécialistes dans certains métiers.
Je vais en dire trop. Je vais en dire trop, mais c'est pas grave. On a eu donc des... Si vous voulez, je ferai écouter pour validation. Non, c'est pas ça. C'est par rapport aux personnes, parce qu'en plus ça a impliqué des personnes qui étaient d'actifs, qui m'ont écrit directement en me disant telle personne n'est pas légitime pour raconter son histoire. Oui. C'était très mal fait, en fait, très très maladroit. En gros, il y a une première personne qui m'a écrit en me disant j'ai connu ce gars en mission, c'est un nul. Je résume. Donc je suis là, très bien, ok. Je suis toujours reconnaissant des gens qui me tirent la manche pour me dire attention. Le récit est peut-être biaisé, etc. Nous, on est toujours preneurs parce qu'on veut aussi délivrer un récit authentique dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ce soit le récit à la fois très personnel, comme vous disiez, des gars, mais aussi que ce soit ajusté par rapport à la réalité. On ne peut pas se permettre d'avoir un gars qui commence à raconter n'importe quoi. D'ailleurs, on a mis de côté certains récits, justement parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu trop éloigné de la réalité. Et donc, moi, j'ai des gens qui m'ont écrit directement en me disant ce gars-là est un escroc, ce qu'il dit n'est pas vrai. Il a fait écho à un de ses camarades qui était encore dans l'unité de la personne, qui à son tour m'a écrit, lieutenant-colonel, avec sa boîte mail pro, en me disant ce gars-là n'est pas légitime pour raconter son histoire. Nous, on a vérifié, ce gars-là a bien fait ce qu'il a dit, qu'il avait fait. Peut-être qu'il a mis de l'emphase, peut-être qu'il a mis du romantisme dans l'histoire, mais en tout cas, les faits sont là. Ça, on ne peut pas lui enlever. Mais ces gars-là, mais traîner dans la boue. Alors, nous, on garde tout ça en interne, parce qu'on ne veut pas que ça sorte, et ça ne nous intéresse pas, en fait. Ces histoires de guerre de clochers, en vrai, ça ne nous intéresse pas. On sait très bien que ça arrive à tous les gars qui vont venir. C'est pour ça que je recommande à personne de venir chez Vétérans France. Surtout, ne venez pas. Parce que derrière, en gros, tous les gars vont venir vous voir en vous disant « Ça y est, c'est le melon, c'est parti, c'est la fête à neuneux, tu racontes ta vie, tu te prends pour qui ?» Parce qu'il y a un tel qui a fait plus que toi. Et on revient toujours à ce paradigme, un tel a fait plus que toi. Et on en revient du coup à cette espèce de modestie qu'on bouscule un peu. Mais ce qu'on explique aussi aux gens, et ils le comprennent bien, c'est qu'ils parlent de leur histoire, mais ils parlent en cela de leur unité, de leur spécialité, et ils parlent pour les autres finalement. Et alors les gars acceptent de venir, parce qu'à travers leur histoire, ils vont pouvoir mettre en avant leurs camarades, et je trouve ça super. Et c'est le cas on a des gars de la BSPP, on a un gars de la BSPP qui est venu, on a des transmetteurs, fantassins, etc. Et on leur dit, voilà, vous n'êtes pas fort spécial, vous ne voulez pas raconter votre histoire, mais vous allez raconter l'histoire de votre unité, l'histoire de vos camarades avec qui vous avez été déployés. Ça fonctionne bien, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on fait ça. Mais ça pose, alors vous y avez un peu répondu, ça pose vraiment la question des mythos, qui est réelle, parce que vous n'étiez pas partout tout le temps. Alors vous avez certes des réseaux, mais vous n'avez pas des réseaux dans l'intégralité des armées françaises. Et la petite moue. Non, mais vous pouvez contacter les gens, mais c'est compliqué. Donc voilà, votre et en même temps, les gens, ils ont leurs histoires, c'est-à-dire ils peuvent avoir vécu des choses qui ne se sont pas passées exactement comme ça, techniquement. Ça rend pas leur récit illégitime, parce que en fait, il se trouve que dans les armées, vous faites des trucs qui laissent un peu des pètes au casque parfois, et que du coup, avoir vécu quelque chose, même si c'est pas ce qu'un drone observant la situation aurait vu, c'est aussi OK sous certains angles. Donc voilà, c'est quoi votre processus de relation à la vérité presque historique dans tout ça? Déjà, on vérifie tout. En amont, parce qu'on fait des pré-interviews en fait. Les gens, on échange avec eux en amont, on vérifie un peu les données, et puis lorsqu'on les reçoit, si par exemple dans le fil de la discussion ils s'emportent un peu, alors soit parfois ils s'en rendent compte puis ils nous le disent, soit nous au moment du montage on s'en rend compte et on peut couper des petits morceaux, mais on vérifie un maximum, et je pense que la petite histoire, c'est l'angle de vue de la personne, et effectivement, il y a sa manière de ressentir les choses qui peut être un peu distincte pas de la vérité, mais de la manière dont ça peut être vu de l'extérieur. Mais en fait, c'est plus l'expression d'un point de vue qu'autre chose. Au combat, souvent, les angles sont très, très, très déformés. Notamment la relation au temps qu'on passe sur un truc, etc. C'est souvent très, très déformé à cause des endorphines, de machin. Mais après, il y a des faits. J'étais là, j'étais pas là, machin, ça... je peux pas trop développer, mais aujourd'hui, on a un réseau, on a une petite communauté qui nous aide, qui nous appuie très fortement dans tout ce qu'on fait, et qui veille justement à ce qu'il y ait une véracité aussi, parce que en gros, quand on fait ça, nous on se rend compte qu'on engage en fait aussi l'image du soldat français. Donc on peut pas se permettre de faire une team Kennedy, c'est-à-dire d'avoir des gars qui commencent à raconter partout qu'ils ont fait des trucs qui sont quand même dimensionnants,
et qu'en fait on se rend compte que tout est faux. Alors c'est très bien, vous faites la transition vers l'autre point dont je voulais vous parler, c'est-à-dire la relation aux États-Unis et au genre tel qu'il est aux États-Unis, où aux États-Unis, bon, il y en a une flopée, des podcasts, chaînes YouTube de forces spéciales, anciens forces spéciales, qui font des audiences colossales, qui ont pour le coup des relations très inégales à la vérité, qui n'ont aucun complexe sur les anciens forces spéciales, qui n'ont aucun complexe sur la SecOps, manifestement. Enfin, ça dépend, mais ça dépend desquels. Mais il y en a. Ça dépend. Il y en a qui n'ont aucun complexe là-dessus, ce qui renvoie à des relations très différentes des vétérans à leur institution là-bas aussi. Mais, et des trucs, des passages obligés. Je me faisais la réflexion de je sais pas combien de podcasts j'ai entendu me raconter la mort de Ben Laden, à chaque fois avec un mec différent qui a tiré. Ils étaient 10 dans la pièce, je pense. C'est ça, ils étaient 10 dans la pièce, ils ont tous tiré en même temps, et du coup, c'est comme le peloton d'exécution, personne ne sait qui l'a tué. Nonobstant, il y a un peu de vrai, je pense. Hein. C'est un peu comme le peloton. Hein. C'est-à-dire que, bon... Il y a un peu de vrai, mais c'est une histoire qui n'a aucun intérêt. Mais c'est un bon exemple. À ce stade, c'est une histoire qui n'a plus aucun intérêt. Je suis d'accord, mais c'est un bon exemple, effectivement, de la problématique. Mais donc, quel est votre... j'imagine que vous voyiez déjà à l'époque où vous avez lancé Vétérans de France, donc c'était quoi, il y a un peu plus de 3 ans, la chaîne YouTube. Ouais, ça existait déjà, hein, c'était déjà très florissant. On avait déjà lu les récits, etc. Moi, je suis assez adepte de ces récits, j'aime beaucoup ça. On peut pas signaler que tout ça, par ailleurs, on a fait des émissions à une époque, mais il y a aussi tout l'héritage des SAS britanniques qui, notamment dans la lignée des guerres des années 80-90, il y a eu toute une littérature de SAS qui racontait leurs souvenirs, etc., qui sont devenus quelque chose, je sais pas si c'est passé aux États-Unis, mais en tout cas, c'est un genre qui existe, mais qui simplement a rencontré un moment, le podcast est surtout YouTube, et là, ça a fait le champignon, quoi. Ça a explosé. Alors, je pense qu'il y a un rapport déjà aux médias. Donc, le fait qu'on parte en mission avec nos téléphones, ça a déjà changé énormément. C'est-à-dire en fait, on a des photos de ce qu'on a fait. Moi, je peux vous dire, quand on a commencé à voir ce qu'on appelle le SSE, donc le Sensitive Site Exploitation dans les armées, c'est-à-dire qu'en gros, on nous demandait d'aller faire une action, d'aller mener une action, et pour bien montrer ce qu'on avait fait, pour documenter exactement ce qu'on avait fait, en gros, il y a des gars qui avaient des appareils photo et qui commençaient à prendre en photo les prisonniers, les cadavres, les armes, les cartes SIM, la totale. Alors déjà, il y a un double effet, quoi. Parce que d'une part, on est très content de documenter pour le pays qui nous a mandaté pour faire ces opérations. Donc du coup, on a de la preuve un peu tangible. Donc, est-ce qu'une photo peut être une preuve aujourd'hui avec l'IA ? Bon, c'est une autre question, c'est un autre podcast. Mais surtout, vous avez filé à des opérateurs FS des appareils photo au fin fond de Kandahar, au fin fond du Burkina Faso. Les mecs, ils ont commencé à se prendre en photo, machin. Nous, ça a été le cas. Tous les groupes que je connais, ça a été le cas. Il y a toujours la... C'est-à-dire, il y a une époque où il y avait juste rien à la main, sauf un mec avec une pellicule. On partait pas avec nos téléphones. Donc, en fait, on n'avait rien, sauf ce mec qui avait... on avait 2-3 appareils photo. Forcément, on prenait la petite photo avec le 4x4, avec le machin. Et donc, ça a commencé à sortir. Et surtout, on est arrivé dans une période où il y a eu une profusion. Alors, je pense qu'après, les Américains sont très... Effectivement, ils sont assez dithyrambiques sur leur production, qui mène à pas mal de contradictions. Comme on a dit, ils sont moins 5 à avoir tué Ben Laden à ce moment. Mais je pense que c'est aussi une question de stratégie. C'est-à-dire que les Américains je pense qu'il y a aussi une question de dissuasion. C'est-à-dire que quand vous regardez les gens qui sortent des histoires et qui commencent à toucher à des sujets sensibles, j'ai en exemple un gars qui tourne pas mal en ce moment qui s'appelle John Kiriakou, qui est un ancien analyste puis Ops de la CIA. Lui, il s'est fait littéralement socialement tuer par la CIA. Là, il est en train de ressusciter, mais par miracle, parce que ça n'arrive pas à tous, malheureusement. Et donc, c'est pour un peu mettre un garde-fou et dire, attention, si vous faites les fous, à un moment, dans vos récits, vous savez où vous pouvez finir. Et lui, c'est un exemple parfait. Il connaît tout, il a tout vu, il a les informations les plus précises depuis l'opération américaine en Afghanistan, en passant par le Venezuela jusqu'à la recette de la tarte tatin. Et c'est au bout d'un moment, c'est là. Moi aussi, j'étais fan. Alors après, il y a autre chose à dire sur la manière dont tout ça se consomme. C'est-à-dire tout ça est clippé et finit essentiellement sur TikTok et Instagram, et c'est pas la même relation que d'entendre quelqu'un faire un cours magistral pendant 45 minutes et avec des trucs et avoir des microclips où le mec explique comment buter un taliban. C'est pas exactement la même chose. Je suis d'accord, mais par exemple, quand on regarde John Kiriakou, il s'est brûlé et il a encore les stigmates de sa brûlure.
Parce qu'aujourd'hui, quand il parle, on sent qu'il est très précautionneux sur certains sujets. Très précautionneux. Quand il raconte certains récits, qu'il y a eu notamment au Pakistan, certaines opérations au Pakistan, il omet des noms volontairement, il le dit dans ses podcasts. Donc c'est-à-dire que, en gros, c'est un gars qui est sorti, il a franchi la ligne rouge, il s'est fait brûler, il est revenu dans la ligne rouge et plus jamais il n'ira toucher la ligne rouge. Il le sait. Et donc ça fait qu'en fait la ligne rouge elle est assez lointaine pour eux, tandis que si je dois faire une comparaison maladroite, je pense qu'en France on n'a pas cette ligne rouge qui est bien définie, comme je disais tout à l'heure, c'est une espèce de bande dans laquelle on commence à rentrer et les gens commencent à nous siffler doucement, dire attention, machin, etc. Ils brûlent s'il faut. Je prends l'exemple de certains auteurs récemment qui se retrouvaient dans les locaux de la DGSI pour certains récits qu'ils ont eus de leurs opérations avec certains services. Donc c'est le bout de la bande où ça brûle, mais il y a toute cette bande avant pour dire attention les gars, vous rentrez dans des eaux un peu qui sont dangereuses. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup ça fait que en gros tout le monde se sent un peu en danger si jamais il commence à parler, parce qu'il sait pas trop ce qu'il a le droit de dire ou pas. Il sait pas si le sous-marin, s'il peut parler des antennes du mât, s'il peut parler de l'hélice ou pas. Il sait pas trop en fait déjà d'une part, mais d'autre part c'est aussi une stratégie générale qui est de dire en fait quand les armées françaises font du clandé, quand les armées françaises font de la zone grise, en fait on n'en parle pas du tout. Et c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de récit, on ne sait pas où sont déployés les soldats français dans les zones grises ou dans les zones clandestines. Tandis qu'aux US, 2 ans après, on le sait. Alors qu'en France, moi j'ai des récits d'histoire, il y a 10 ans, il y a des soldats français dans certaines zones, personne ne le sait encore aujourd'hui et personne ne le saura jamais. Parce que ça fait partie de la façon de voir des services français aujourd'hui, je pense. Mais alors ça renvoie à... Je sais pas, Guillaume, vous vouliez... non, mais je dis, ça renvoie à la manière de faire les vidéos. Non, alors on va y venir juste après, mais juste, ça revient, disons, à l'évolution sur le temps long, et notamment de cette relation. Alors on peut dire, on part d'une base, disons dans les années 90-2000, on essaie de pas trop en parler de ces choses-là. Il y a eu un grand moment qui a été la période de François Lecointre, comme chef d'état-major des armées, où il a dit un truc, il disait « je veux des militaires qui écrivent ». Alors, il a dit qu'il écrit. Je me souviens très très bien de cette phrase. Oui. Il a dit qu'il écrive. Mais ça a infusé. Et c'est-à-dire, ça a mis du temps, mais ça a infusé. Et tout le monde était plutôt d'accord pour dire « on veut de plus en plus des militaires qui parlent de plus en plus de ce qu'ils font ». Ça a donné renaissance à une efflorescence de bouquins, dont le vôtre, Louis, etc. Enfin, c'est un mouvement qui est très réel. Et là, on a commencé à toucher, c'est pour ça que j'y pense, on a une réinversion de la courbe, notamment sur les forces spéciales, notamment le COS, le commandement des opérations spéciales. Je le sais parce que j'ai eu le coup de fil et je pense que vous avez eu le même. Il y a eu un moment, il y a quelques mois, quelques années maintenant, ils ont dit maintenant, arrêtez. Il faut arrêter de parler des forces spéciales, parce que déjà, on n'a pas de problème de recrutement. Et puis là, on arrive à un stade où en vrai, il y en a trop et il faut revenir à une sorte de discrétion. Donc voilà, ma question, c'est plutôt comment est-ce que on a décrit globalement le paysage, mais comment vous percevez cette sorte de courbe sur le temps long des armées qui parfois poussent, parfois autorisent, rarement poussent, mais ça arrive, et parfois essayent de remettre un peu l'été noir quand ils ont l'impression que ça brûle un peu vivement, quoi. Je sais pas. Moi, je suis adepte d'ouvrages de littérature militaire. Donc, j'ai toujours lu des récits, donc les Lartégui, tous ces récits-là. Bon, après, je réalise qu'il y a quand même beaucoup de biopics, beaucoup d'histoires, de biographies de militaires. S'ils n'avaient pas été là, je pense que ça aurait changé ma façon de voir les choses, etc. Donc, en fait, je pense qu'on est passé par une phase où on a arrêté d'écrire et on a repris. Et là, on est en train de reprendre timidement, mais aussi parce que médiatiquement, c'est moins contrôlé. Je prends pour mémoire le livre de Gaulle, Vers une armée de métier. Donc, c'est un livre qui est sorti dans les années 40 de mémoire. Il a été sévèrement sanctionné pour la sortie du livre. Sévèrement sanctionné. Parce que, en gros, les officiers avaient pour... 1934. 34, pardon. Parce qu'après 45, globalement, il était occupé. Il avait autre chose à faire. On le faisait moins chier après. Ouais, c'est ça. Oui, c'est cohérent. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a toujours eu une tradition d'écriture dans les armées françaises, notamment chez les officiers, qui ont toujours... on a tous les livres de l'IOT, le rôle social de l'officier, machin, etc. Donc, on en a toujours eu. C'est juste qu'il y a eu une phase, pour moi, où on a arrêté d'écrire, où il y a eu un contrôle très strict de la communication. Est-ce que c'est l'effet guerre froide ? Je ne sais pas.
je saurais pas l'expliquer. Et là, on y revient, mais dans un environnement où, on balance des photos, on fait des podcasts, les gars partent en mission avec leurs photos et là, on en voit partout. Et du coup, je pense que c'est une communication qui est plus difficile à contrôler et plus délicate aussi. Ouais. Après, c'est marrant parce qu'effectivement, je veux dire, on peut même remonter plus loin. Je veux dire, César, la guerre des Gaules. Enfin, je veux dire, les militaires ont toujours écrit. Oui. Après, finalement, l'Artéguy, Bergaud, etc. On sait que ça a nourri des millions de vocations. Je veux dire, l'Artéguy, dans les années 60, les gars le croisaient dans la rue, ils l'interpellaient, ils signaient un autographe. Il était aussi connu. Alors, sans faire de comparaison trop douteuse, quoi qu'elle est un peu maladroite. Je veux dire, aujourd'hui, les ventes de l'Artéguy, à l'époque, c'est celle de Guillaume Musso aujourd'hui. Sauf que l'Artéguy racontait les aventures de Bijard, donc sous le pseudo de Raspegui, des officiers en Indochine, des officiers en Corée, enfin des officiers, des sous-officiers et des soldats. Et je veux dire, les gens se passionnaient pour la chose. Ils faisaient la une de Paris Match, enfin voilà. Après, il y a eu effectivement une grande évolution. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Vétérans de France, on fait une mini-chronique, une mini-recension avec des petites interviews d'ouvrages en lien avec la militature, avec la littérature militaire ou affiliée. Et en fait, il y a quand même... moi, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une si grande pause, quoi, parce qu'il y a des milliards d'ouvrages en lien avec l'institution. Et en fait, peut-être pas une pause, je pense que ça vendait moins et je pense que ça passait moins bien médiatiquement, mais je pense que c'est lié avec plein de choses, qui est que les gens n'avaient pas envie de penser à la guerre et n'avaient pas envie de penser à l'armée pendant des années. Ça c'est vrai aussi. Et on en est à la fin de cette période-là. Enfin, c'est un truc, les années 90 et 2000, de ce point de vue-là. Oui, le refoulement des Français sur la chose militaire a été un phénomène très océanique. Mais en tout cas, là... Je sais pas combien de médias vous avez fait pour votre bouquin, Louis, mais beaucoup. Il serait sorti 5 ou 10 ans avant. Je suis pas sûr. Alors, je suis pas sûr du tout. Non, mais par contre, je pense qu'effectivement, le fait que Louis ait sorti son livre à un moment où effectivement il y a peut-être une sorte d'accalmie. Il y a aussi, d'une autre manière, il y a eu Alex Frenchsas, il y a eu Marius. Et là, Marius, c'est un cas. Et là, c'est reparti. On peut passer un coup sur Marius, parce que Marius, c'est donc que vous avez, qui est le record, je pense, de vue de votre chaîne, qui est un type qui a un parcours effectivement assez exceptionnel, qui a été instructeur commando, qui est passé par plein de moments, qui est devenu star de cinéma, qui est devenu d'abord star de télé d'ailleurs, puisqu'il il était dans ce reportage et sur le bouquin aussi, épatant sur les commandos marines. Ensuite, voilà. Qui pour le coup, je pense, a été... moi, je pense que ça fait partie un peu de mon inconscient de vouloir entrer dans la marine. Aussi, et ce qu'il y a de marrant, c'est que ces reportages-là des années 90, 2000 peut-être, ils sont encore clippés, je les vois encore passer sur Instagram et sur... Enfin, l'algo les rebalance encore, ce qui donne une survie très étonnante à des trucs qui ont toujours été pensés pour être très éphémères. Après, il est devenu star de télé-réalité parce que c'était, je sais plus comment il s'appelait ce programme pour Garde à vous, des jeunes qu'il fallait apprendre la vie, donc c'était Marius. Après, il a joué dans Force Spéciale, ce film abominable, mais il joue très bien. Avec des belles scènes. Et avec une cinématique. Force Spéciale, qui est un film très intéressant par ailleurs sur le contrôle que les armées voulaient avoir à l'époque sur la communication. C'est un film qui est très précis dans les déplacements, dans l'utilisation des armes, etc. Il faut tout ce qu'on... Vous connaissez ça mieux que moi, mais tout ce qu'on m'en a dit, c'est que Marius était conseiller technique et aussi, et aussi qui c'était bien. Mais c'est très intéressant, c'est un truc, une pure vitrine de com. Il y a toujours des marins, des aviateurs et des terriens sur à peu près tout le temps. Bref, tout ça pour dire que Marius, grand personnage historique de la communication des armées, très bonne figure, qui du coup est passé ensuite dans une autre galaxie. Et alors Alex Frenchsas, c'est encore autre chose, c'est encore un autre business model aussi. C'est, pour le coup, ça doit avoir commencé il y a 5-6 ans. Oui, aussi, oui. C'est un ancien du premier RPIMA. Qui est par ailleurs qui a servi avec Benoît Saint-Denis, donc mais Benoît Saint-Denis donne aussi, tout à fait, en tant qu'Océan opérateur de force. Il y a un ensemble de faisceaux, il y a un faisceau de après c'est vrai que là on parle encore une fois beaucoup force spéciale, mais c'est finalement une sorte d'appel d'offres, une sorte d'appel d'air. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres ouvrages, d'autres témoignages, mais effectivement je pense qu'il fallait peut-être ce genre de profil pour rebriser un peu cette zone d'accalmie dont vous parliez, effectivement, qu'il y a eu peut-être entre l'Artéguy et puis Marius. Oui, parce que c'était pas facile, et ça je peux en témoigner donc, à titre personnel, mais aussi pour en avoir parlé avec donc les belligérants dont on a parlé, donc Marius, Alex Frenchsas, tout ça. En fait, c'est pas facile de sortir de l'ombre.
Déjà d'une part parce que on devient un peu le paria dans ses propres unités, parce qu'on est celui qui parle, et du coup ça devient un sujet très sulfureux. Alors qu'avant, c'est vraiment, on coupe le cordon à la tronçonneuse, quoi. C'est-à-dire qu'on sort d'une unité où en fait il y a un esprit de corps qui est extrêmement fort, on est tous ensemble, tout le temps, on se connaît tous, et d'un coup, paf, on est complètement extériorisé, etc. Alors il y a toujours, bien sûr, des gars bienveillants, et il y a toujours un lien assez ténu, mais la relation n'est plus du tout la même. Et donc, c'est quand même le prix à payer un peu pour ces gars-là, quoi. Puis il y a la com des armées a quand même évolué aussi dans ces années-là. Elle est devenue beaucoup plus intense, plus visuelle, plus prégnante, et je pense qu'elle a aussi, un peu comme on le disait tout à l'heure, avec Vétérans de France, ça l'a nourri très modestement, mais je pense qu'elle s'est aussi nourrie de tout ça pour créer ses propres structures, les podcasts qu'elle fait aujourd'hui. Je veux dire, clairement, on avait rencontré aussi un community manager qui nous avait dit on s'inspire un peu de ce que fait Guillaume Play chez Légende, un peu de ce que vous faites chez Vétérans de France, puis on fait notre truc au niveau institutionnel, etc. Et je trouvais ça très intéressant que tout se recoupe, mais je pense que la période était propice. Ça amène d'ailleurs, et c'est intéressant, à ce que au genre, aux vidéos elles-mêmes et à la grammaire que vous avez développée. C'est particulier. D'abord parce que c'est pas, contrairement à ce que vous avez dit, c'est pas que des histoires de popotes. C'est-à-dire vous passez pas par les histoires, c'est quelqu'un qui raconte son parcours. Ce qui est un postulat. Voilà, ça se discute. C'est quelqu'un qui raconte son histoire du début à la fin de sa carrière, ce qui présuppose d'ailleurs qu'il a fait des trucs intéressants toute sa carrière, ce qui n'est pas forcément évident. Mais donc, en gros, comment est-ce que vous l'avez pensé, ce qu'ils sont censés raconter en studio ? Alors, moi, je pense qu'en fait, on part des quelques trucs qu'ils ont pu faire et qui semblent vraiment intéressants, et on se dit, à partir de là, raconte-nous tout et inclus-les dans le déroulement. Qu'on voit que c'est pas... évidemment, ça n'a pas été intensément nourri pendant tous les jours de toutes ces années de service, mais je pense qu'on part de là, et après, on déroule le cursus, et d'ailleurs, ça nous permet de voir que c'est des cursus, notamment pour les unités conventionnelles, mais aussi les forces spéciales qui sont passées par des unités conventionnelles avant. C'est des cursus assez classiques quand on est militaire, et je trouve que c'est vraiment intéressant de montrer qu'en fait, c'est des militaires comme les autres. Toutes les carrières militaires sont belles, en fait, qu'importe la spécialité. C'est hyper riche. Qu'importe le nombre d'années. Je vais reprendre l'adage de l'armée du recrutement qui dit il y a 400 métiers, un truc comme ça. C'est quand même vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, moi je connais un gars, là, actuellement, le mec a commencé pilote de chasse, et là, il est en train de faire une transition pour devenir médecin. C'est des parcours qui sont improbables, en fait. Et c'est quand même difficile à... et ça, on en a plein, je pense, autour de nous. Et puis moi, je pense quand même à un parcours chez nous, à Moyave. Le gars était par exemple. Chasseur alpin, militaire du rang, action de feu en Afghanistan. Il se reconvertit policier. Il sort d'école au bout de 2 semaines, fusillade en plein Paris. Il abat un braqueur et sauve son collègue grâce à la trousse sanitaire qu'il avait développée en Afghanistan. Ensuite, il rentre dans des unités non conventionnelles. Il passe un diplôme pour être podologue et aujourd'hui, il est en études de médecine. C'est extraordinaire. Mais au départ, le gars était engagé, fantassin, soldat du rang, dans l'armée de terre. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et ça, pour ça, je suis obligé de reconnaître que l'armée a quand même cette vertu. L'espèce de vertu sociale, moi j'aime pas trop cette approche-là, mais elle est réelle. Le fait de pouvoir rentrer dans les armées, et j'en connais encore d'ailleurs, des gars qui sont rentrés soldats et qui sortent général. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'entreprises où on peut rentrer cariste chez Amazon et sortir au COMEX, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est un système de progression qui n'existe pas dans le civil et qui existe encore dans les armées. Alors, je dis ça pour la progression dans les cadres, mais aussi dans les compétences. Des gars qui passent d'un métier complètement différent à un autre, parce que l'armée a des cadres qui font confiance, qui disent « Ok, tu peux tester, vas-y ». Moi, j'en suis la preuve même. Hein. Moi, j'étais dans un cursus pilote, élève pilote. Et en fait, je sentais que c'était pas mon truc. Je travaillais énormément pour des résultats qui étaient moyens. Et en fait, j'ai dit à mes cadres, franchement, je le sens pas, quoi. Il faut que je teste autre chose. Et en fait, ils ont eu le courage de me dire, ok, vas-y, teste. Vas-y, et on verra. Donc, hyper bienveillant, je trouvais. Mais donc là, ce qui est intéressant, il y a plusieurs postulats qui sont vraiment très intéressants. Du début à la fin. Le fait de raconter une carrière. Un autre truc, c'est qu'il n'y a pas d'intervieweur. Oui. C'est que les gens qui parlent. Alors, j'imagine bien qu'il y a des relances qui sont coupées au montage, mais... Oui, ça, on est complètement coupé, et on montre que les réponses.
on les oriente. En fait, l'idée de Vétérans de France, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on essaie de faire ressortir. C'est ce qu'on souhaite, c'est un récit en fait. C'est qu'ils nous transmettent un récit, une histoire. C'est pas une interview. Et c'est un peu la manière. Enfin, le montage arrive à cela où quelqu'un raconte et ça déroule et on est totalement invisible. On nous entend pas, on nous voit pas. Et c'était la volonté que Vétérans de France ce soit la chaîne des vétérans et pas, je sais pas, Louis ou Louis Guillaume ou machin qui interview truc. C'était ça l'idée. Ouais. Mais c'est pas un choix très fréquent. En fait, Non. si vous regardez les podcasts ou si vous... C'est Bon, plus difficile. on va y revenir. Non, c'est vrai. Troisième postulat, très intéressant, c'est de mettre énormément d'images. Alors oui. Et ce qui n'est pas évident non plus, puisque après tout, c'est un mec qui parle et qui raconte des trucs. Vous mettez des images qui, par ailleurs, sont forcément fausses un peu. Enfin, c'est-à-dire, c'est du stock footage, parce que sinon, vous n'avez pas les droits. Honnêtement, il est bien choisi. Il est pas. On le dira. On remerciera. Non, mais voilà, vous mettez pas à mettre des trucs de figurants de l'armée australienne. Enfin, ça va, c'est OK. Mais il y a quand même une sursollicitation visuelle d'images de gens en treillis qui est intéressante, qui est pas évidente, puisque après tout, c'est quelqu'un qui raconte son histoire et vous montrez des images d'autres gens. Voilà, je voulais discuter un peu avec vous de tous ces choix que vous avez faits, qui sont intéressants, qui marchent de toute évidence très bien, mais qui sont des manières d'aborder le témoignage militaire qui sont pas forcément inévitables, quoi. Alors c'est rigolo parce que pour le dernier point, j'aurais envie de dire qu'on nous dit souvent, enfin moi j'entends souvent qu'on fait ça à l'américaine. Alors c'est rigolo par rapport à ce qu'on disait juste avant, mais effectivement c'est cette volonté les Américains, les podcasts américains, en vrai, on les voit juste tous les deux dans un fauteuil en train de discuter. La vidéo, ça sert à rien. En fait, c'est plutôt dans le sens, vous faites à l'américaine, genre c'est Hollywood, votre témoignage, c'est un film. C'est un peu les entretiens au début de Band of Brothers ou des choses comme ça. Et en fait, oui, l'idée c'était dans le truc un peu sexy, attrayant, avec la musique qui va bien, le bruitage qui va bien, l'image qui va bien, sachant qu'on les décline. Vous avez du sound design, ce qui demande beaucoup de boulot et des moyens. C'est énormément de boulot. C'est faramineux. Les nuits on travaille à perte. Les nuits sont courtes. Mais on les décline aussi en podcast, donc il faut aussi, parce qu'on sait qu'il y a une grande majorité des gens qui les écoutent et qui ne les regardent pas, donc il faut que ce soit vraiment équilibré, et la volonté c'est que ce soit très immersif. Et en fait, c'est cet environnement qui permet, alors ça force un peu le trait, forcément, d'où le à l'américaine, mais moi c'est ce que j'aurais aimé voir en fait, et c'est surtout ça qui m'anime, c'est qu'on fait ce que l'on aurait aimé voir, et donc voilà, les images, alors il y a des images d'archives aussi, personnelles des gens, ils nous fournissent beaucoup de choses, où on leur demande de venir avec des choses, pour les filmer, je me suis etc. posé la question si c'était OK. Enfin, parce que les archives personnelles des OPEX, enfin de gens en OPEX, à quel point sont-elles personnelles et à quel point l'institution a-t-elle un droit de regard dessus? Est-ce qu'elle a un droit de regard sur vos archives personnelles? Je sais pas. Justement, personne ne sait. Oui. Donc nous, on prend le risque. De toute façon, ça engage. Nous, on préfère dire. Jamais rien de sensible. On engage. On a bien sûr notre filtre à nous. On fait attention à ce qu'on met. Mais on se dit, on prend le risque parce que en fait, nous, les retours qu'on a sont plutôt bénéficiaires. C'est authentique. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est une authenticité dans le propos et dans ce qu'on propose. Les photos du mec, c'est génial. Oui. Enfin, il y a les photos en OPEX, puis il y a aussi les photos, ça peut être les insignes d'unité par lesquels il est passé, son sabre, c'est un officier, une douille qu'il a ramassée suite à tel tir, et ça, c'était la douille l'étui. Enfin, voilà, donc ça fait partie un peu de ce côté de ce folklorique un peu. Ouais, complètement. Une tête de taliban, enfin des souvenirs d'opération, quoi. Un scalp, on a le tomahawk. Maintenant qu'on sait que vous avez buté des singes, enfin d'ailleurs, on est prêt à tout entendre. Alors oui, je trouve ça inadmissible d'ailleurs, je tiens à le préciser. Non mais bon, et juste, je me permets simplement d'ajouter, il y a aussi un truc, c'est l'algorithme. En fait, nous, on est obligé de répondre à un algorithme qui est très cruel. Malheureusement. Donc, il veut de l'image, il veut de l'audience qui regarde de l'image, qui scrolle très vite. Et donc, il faut qu'on retienne aussi les gens parce que nous, on n'est pas le service d'archivage des armées, on est le service aussi de rayonnement. Nous, on veut faire rayonner l'histoire militaire française. Et donc, on est obligé d'arrêter les gens de scroller aussi et de les interpeller un peu grâce aux images. C'est ça, il y a cette idée de sauvegarder le patrimoine mémoriel du soldat français. Et c'est rigolo parce qu'au niveau des témoins, on cherche aussi des gens qui, une fois qu'on les a convaincus de participer, qui sachent s'exprimer à un minimum. C'est vrai que parfois on peut avoir des surprises. C'est pour ça qu'on filtre. Et donc on filtre, mais parfois c'est vrai que l'intonation, soit le gars il va être très morne, soit il va avoir une espèce d'accent insupportable, ou alors il n'arrivera pas, il utilisera un langage parfois un peu vulgaire, alors on essaie de couper, ou après souvent les militaires utilisent trop d'abréviations. Trop d'acronymes. Insupportable. Au bout d'un moment on les sous-titre un peu, mais après on lui dit non, il faut que tu
parles comme si tu parlais à des gens que tu connais pas, mais ça dure 2 minutes, puisqu'au bout de 2 minutes, il est entre militaires, il est en confiance, il recommence. Donc il y a tout ce travail-là. Et l'idée, c'est vraiment de vulgariser au maximum le propos et de l'expliciter au maximum pour le plus grand nombre, sachant que beaucoup de gens ne sont absolument pas militaires dans les spectateurs. Il y a aussi la question de comment est-ce que... Donc ça a une identité visuelle qui a d'ailleurs un peu changé. Maintenant, vous rapprochez un peu de Thinkerview, qui est... c'est pas fait exprès. Non, mais visuellement, moi, ça m'a frappé en voyant les vidéos du début et de la fin. C'est-à-dire, au début, il y avait un décor arrière, etc. Maintenant, vous filmez vraiment sur fond noir. Alors c'est sur fond vert en réalité. Oui. Vous savez pourquoi ? Non, je sais pas. Parce qu'avant, on n'avait pas de thunes. Et oui, c'est ça. Et donc, on filmait chez qui on pouvait, en fait. On a filmé chez les apparts, dans les apparts des gens. C'était ma question, c'est comment est-ce que vous faites ? Comment est-ce que... Maintenant, on a des partenariats qui sont... qu'on remercie d'ailleurs. On a des gueules cassées qui nous aident en nous proposant des locaux dans lesquels on peut tourner. Donc, ce qui fait que du coup, effectivement, on a un environnement qui est un peu fixe. Le Bleuet qui nous aide aussi le Bleuet de France. à développer en fait des moyens pour qu'on puisse tourner le mieux possible. Donc là, récemment, on a tourné dans un musée. Ah oui, alors à Gravelotte, le musée de la guerre 1870. Alors ça, c'est pour le coup, c'est avec le musée directement. Oui, mais c'est des partenariats qu'on développe avec le temps. C'est chouette. Mais au début, c'était varié simplement parce qu'on a la mutuelle Unéo aussi. La mutuelle Unéo aussi qui nous aide. Un grand partenaire. Voilà. Mais ça, en même temps, vous avez des bonnes caméras, vous avez du bon son, vous avez de la réalisation, vous avez énormément. Enfin, je veux dire, moi, je fais des vidéos aussi maintenant, un peu contraint et forcé. Enfin, pas contraint et forcé, mais voilà. Ouais. Moi, je fais rien de tout ça. Enfin, je veux dire, vous avez choisi d'investir beaucoup le format vidéo, de beaucoup travailler en post-prod. Ouais. Je sais pas combien vous avez de tampons entre un enregistrement et une diffusion, mais si je devais miser de l'argent, je dirais que c'est en mois. Le temps de monter et d'habiller le tout. C'est des choix qui sont intéressants. Ouais. Si on le faisait, c'était l'idée de départ, tu le faisais bien. Et puis en plus, moi je suis un rigoureux psychomaniaque, donc du coup, on va vraiment au bout des choses. Et tant que c'est pas parfait, même si c'est juste une microseconde, on reprend, on refait. Et on a Martin, donc du coup, notre vidéaste, qui s'est aussi, au fur et à mesure, équipé. Donc maintenant, au début, il venait avec une petite valise. Maintenant, c'est Spielberg, là, avec un camion, un semi-remorque, il a plein de trucs, des lumières, etc. Donc tout ça, ça joue. Mais tout ça, ça a un coût et ça demande de l'énergie et du temps. Mais il faut l'idée, c'est de le faire bien. Nous, on pense que l'histoire en vaut la peine. On voulait offrir un écrin à ces histoires. Alors effectivement, on aurait pu commencer de manière beaucoup plus rationnelle avec un iPhone posé dans un coin et faire ces récits-là. Un iPhone, ça fait du 4K. C'est vrai. Je dis ça, mais en vrai, je sais qu'on aurait très bien pu le faire comme ça. Mais en fait, ça aurait démarré si vite, si fort. Peut-être aussi, on ne sait pas, mais en tout cas, nous, c'était un parti pris. Voilà. Alors, c'est un parti pris qui est difficile à tenir parce qu'on tient à peine dans nos revenus aujourd'hui. Donc, nous, on gagne de l'argent grâce aux publicités YouTube, aux dons que les gens font pour l'association ou sur la chaîne. Donc tout va là-dedans en fait. Aujourd'hui, toutes nos dépenses, c'est la réalisation. C'est pour ça qu'elle est assez travaillée. Mais à terme, nous, ce qu'on espère, et ça commence déjà, on a des partenariats, on commence à avoir des partenariats qui commencent à être lucratifs et qui nous permettent de développer. Et donc, à terme, on a pas mal de projets pour la chaîne. Vous ne payez pas, vous, dessus ? Non, on ne se paye pas. On ne se paye pas. Et après, on reverse quand même parfois de l'argent. On arrive à reverser un peu au Bleuet de France. On reverse au Bleuet. Quand on fait des événements, il y a un événement annuel, ça s'appelle le Videt, qui est un direct, un live de 28 heures. Voilà. Avec, on lève de l'argent. Il y a des acteurs comme Nicolas Duvauchel, Alban Lenoir, des gens un peu connus, mais liés un peu au film d'action, au milieu militaire, des youtubeurs, des anciens militaires, il y a des jeux, des quiz, etc. Et des dons. Et cet argent, c'est une fois par an, ça ramène, je sais pas, peut-être entre 10 000 euros, dont une partie va à l'association et une partie est reversée pour nos blessés au Bleuet. Et on aimerait faire plus. Mais à terme, on espère bien se développer et pouvoir reverser plus. Et surtout, vous n'avez pas l'intention d'en vivre, vous ? Non. On pourrait. De toute façon, on n'est pas. Ça, c'est pas du tout rentable. Mais je disais parce que si on reprend l'exemple américain, les mecs, ils en vivent très grassement. Alors, ils ont beaucoup de partenariats et ils ont les audiences américaines n'ont rien à voir avec parce que c'est un pays de 400 millions de personnes qui prend la bagnole tout le temps. Donc, en fait, la consommation de podcasts est très différente. Mais je sais pas, tendanciellement les choses qui sont aux États-Unis finissent par arriver en France à la louche, donc ce serait une possibilité aussi, mais bon, c'est pas forcément votre objectif. Non, nous l'objectif c'est vraiment de créer un écosystème autour du vétéran
donc que ça serve pour la mémoire, mais à terme, on veut aussi que ça serve pour toutes les associations qui gravitent dans ce milieu-là, donc que ce soit le Bleuet, les Gueules Cassées, toutes les fédérations de vétérans qui existent. On veut aussi que ça serve aussi pour réembaucher des militaires qui ont quitté et qui ne savent pas comment se réintégrer dans le civil. Vous voulez faire le... Donc nous on va pas le faire, mais le carnet d'adresse, par exemple, il y a des sociétés comme Pépite, qu'on peut nommer, qui est un de nos sponsors, qui typiquement réembauchent des gars en les prenant par la main de A à Z, en leur expliquant comment ça marche un contrat de travail, quelles sont les qualités qu'il peut mettre en avant dans une entreprise, etc. Donc l'idée, c'est que nous ne le fassions pas, mais qu'on soit au chevet un peu de toute l'association, tous les autres organismes qu'on pense être des bienfaiteurs pour les vétérans, et donc créer un espèce d'écosystème. Alors, c'était la première question que je voulais vous poser, que j'ai oublié de poser évidemment, mais c'était parce que vous avez l'impression que ça manque à ce point. Alors, c'est-à-dire dans l'écosystème des... Je le dis parce que je vois... vous seriez pas les seuls à le dire. Après, on a un ministère des anciens combattants. Il y a 60 organismes différents à l'intérieur du ministère qui s'en occupent. Vous pouvez considérer qu'ils s'en occupent bien ou pas. Enfin bon, bref, ma question c'est... Un de plus, quoi. Non, un de plus ou un qui le fait bien si vous pensez que c'est pas bien fait en l'état. Quoi. Nous, en l'occurrence, ce qu'on a constaté au début de l'association, c'est qu'on a audité toutes les associations de vétérans. Il y avait 700, c'est ça ? En France. En France ? Oui, c'est un nombre faramineux. 24 000. 24 000 associations. 24 000 associations c'est un truc de... liées au monde des vétérans. Donc ça va des femmes de prisonniers de la guerre de Corée aux enfants de poilus, aux petits-enfants de poilus. Il y a toute une... C'est vraiment un maillage énorme. Il n'y en a pas une seule qui avait un site web un peu moderne. Pas une seule. À l'époque. Maintenant, ça se développe et tant mieux. Et nous, on est pour. Mais il y avait, en gros, nous, le gros virage qu'on prend, la grosse vague sur laquelle on surfe, c'est le numérique. Ouais. Se dire, en fait, faire des commémorations en physique, etc., c'est très bien. D'autres le font bien mieux que nous. Ouais, non, mais c'est vrai. Faire du soutien aux blessés, il y a déjà plein de mecs. Et nous, on préfère être en soutien de ces unités-là. Par contre, l'espace numérique, en fait, il est à nous. L'espace numérique, c'est le nôtre. Et on va le coloniser par, en gros, de l'imagerie, des histoires. De qualité. Et quand je dis ça, c'est pour le bienfait des vétérans, en gros. Pour que les vétérans, ils aient juste à cliquer et qu'ils aient des relais, des associations qui puissent les aider facilement. Est-ce que ça n'est pas pour enfin, je veux dire, no offense, mais votre site redirige pas directement vers un truc de prêt à l'emploi pour un vétéran qui débarquerait là et qui aurait le truc clé en main, quoi. Non, je suis d'accord, mais parce qu'en fait, on est encore au début. Et tout ça, ça fait partie de la progression. Ça, plus du média, comme typiquement, on aimerait bien faire des courts-métrages, on aimerait bien faire des événements IRL beaucoup plus intenses, c'est-à-dire avoir peut-être des marathons gaming sur des périodes plus longues avec des partenaires plus costauds, parce qu'on pense qu'il y a toute une audience numérique, en fait, qui n'est pas touchée aujourd'hui. Et on pense qu'elle mérite d'être touchée, et notamment par l'objet militaire. Ouais, on est un peu sur Twitch aussi, justement, pour ces fameux vidés là, annuels. Mais en tout cas, le numérique, parce qu'on est sur les réseaux sociaux aussi, mais de manière dynamique. Et on revient à cette idée de proposer des contenus de qualité, comme les vidéos. Et ça manquait un petit peu, des enregistrements vraiment de qualité. Justement, on disait ce qui nous avait manqué. Il y avait des choses, mais c'était pas pleinement abouti, et c'est ce qu'on a voulu proposer, quoi. Quand je dis on veut coloniser l'espace, je reprends les propos. En fait, quand je dis ça, c'est qu'en fait, on veut être présent absolument sur le numérique. Et en fait, c'est le seul truc qu'on fait, vraiment. Donc là, on est encore petit, on doit grandir, voilà. Mais l'idée, c'est de faire ça en bonne intelligence avec tous les autres qui veulent venir dans l'espace numérique. Et pourquoi il n'y avait pas encore forcément tout cela ? C'est parce qu'en fait, on a été un peu dépassé par la vitesse que ça a pris. Je veux dire, ça fait même pas 3 ans. On est déjà à plus de 100 000 abonnés sur YouTube. On a reçu le petit trophée. On a été préfacé par la ministre déléguée qui a entre-temps changé. On a été invité à un prix cinématographique de l'Armée de Terre. Les gens connaissent Vétérans de France. Et ça a pris des proportions. Je trouve qu'il y a plus de 10 ou 20 millions de vues, enfin, au total des vidéos. Et c'est pour ça, en fait, on a été un peu surpris et pris de court par la rapidité. Donc le projet n'a pas encore pleinement abouti comme il avait été pensé au départ. Ouais. Sachant que ça reste une association de bénévoles, quoi. Ah oui. On est tous bénévoles, hormis quelques pros comme notre monteur, notre réalisateur, qu'on est obligé de payer pour avoir un résultat pro. Mais tout le reste, on a tous des métiers, quoi, à côté. Et peut-être une dernière question qui est une question difficile. Vous y avez un peu déjà répondu, mais c'est la question politique. De l'inscription politique. Alors, je suis bien placé pour savoir que
il y a une inscription postulée politique toujours sur tout ce qui touche à l'armée, tout ce qui touche aux militaires, etc., qui est, je pense, très superflu. Mais si on reprend l'exemple américain, c'est une galaxie qui s'est énormément politisée, qui était extrêmement inscrite dans le Trumpisme. Alors ça, là, c'est en train d'éclater un peu. Donc voilà. Mais c'est quand même un truc très particulier. Le problème, c'est qu'en France, c'est déjà un peu le postulat et le préjugé de base, donc je pense qu'il vaudrait mieux éviter. Mais voilà, ma question, c'est comment est-ce que vous naviguez cette question? Alors, vous avez dit tout à l'heure, on veut surtout pas que ce soit politique, mais c'est peut-être pas suffisant de le dire une fois de temps en temps quand vous venez dans le collimateur pour s'assurer que ça ne soit pas pris comme tel, parce que je pense que c'est un truc du quotidien, quoi. En fait, nous, pour être très transparent, on voit pas l'intérêt en fait de politiser ou de laisser politiser. On ne voit pas l'intérêt. On a vraiment une mission pour nous qui est claire, qui est celle du patrimoine mémoriel, et par conséquent, en fait, rentrer dans des mécanismes politiques. Alors déjà, on n'est pas familier, c'est pas notre truc. Nous, en vrai, on est vraiment des anciens milites, donc en fait, on n'est pas voilà. Non. Et en fait, on serait pas à l'aise avec des acteurs politiques qui viennent servir leur soupe. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour les acteurs politiques, mais pas débordant visiblement. De quoi ? Non, mais oui. Pas débordant visiblement, mais ok. Non, mais en fait, quand je dis ça, c'est juste que nous, ça fait comme pour la CECOPS, comme pour les relations avec les armées, etc. Ça fait partie de tous ces trucs avec lesquels on doit jongler. Et en gros, la ligne qu'on aime garder, en gros, c'est la ligne qu'on avait dans les armées. C'est-à-dire, c'est un système qui sert la France, qui sert, nous en l'occurrence, les vétérans. Maintenant, les vétérans, qui soient d'une couleur politique ou d'une autre, ça ne nous intéresse pas. Et on ne veut pas se faire le porte-voix de quelques mouvements politiques. En fait, c'est rigolo, on en parle, mais c'est pas un sujet. Non. Ça n'a vraiment pas été un sujet. Ça fait partie des sujets qu'on a fixé en ligne rouge dans l'assaut. Donc les gars savent que quand ils sont démarchés... Mais je veux dire, c'est pas une réflexion qui nous anime parce qu'on n'a pas de difficulté avec cela. On a reçu des gens qui peut-être à côté font d'autres choses ou disent d'autres choses, mais quand ils viennent, ils ne le disent pas. Donc pour nous, c'est transparent. On n'a jamais eu besoin de se justifier ou on n'a jamais eu d'écho sur le sujet, en fait. En vrai, c'est la première fois qu'on nous demande. Oui. Non, mais c'est vrai. On n'a jamais eu de... Après, on a aussi peut-être ce petit défaut d'être des anciens militaires et de vivre dans ce microcosme où on pense que tout le monde aime son armée et que c'est normal de soutenir les militaires et que tout le monde connaît l'armée. Et puis en fait, c'est vrai qu'à force ça fait quelques temps qu'on a quitté, mais pas très longtemps. Puis moi, je suis encore dedans. Mais c'est vrai que quand je sors un petit peu, je me rends compte qu'en fait, les gens sont à des kilomètres de tout cela. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a des idées politiques derrière, des choses. Mais on le vit pas, en fait, au quotidien et sûrement pas dans le cadre de l'élaboration des vidéos. Donc... pour l'instant, pas de problème. Ouais. Pas de problème. Et ça va rester comme ça. On jongle pour que ça reste comme ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour l'invitation. Et je renvoie évidemment tout le monde vers Vétérans de France. Vous avez un rythme de sortie des vidéos ou pas ? Mensuel. Ouais. Là, on a une qui est sortie à l'heure où on enregistre hier. Mais en gros, c'est une fois par mois. Et on va essayer de doubler d'ici la fin de l'année. Là. Donc toutes les 2 semaines. C'est une conversation qu'on aura avec Guillaume juste après. C'est ça. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin, distribué par Lune Audio. Comme toujours, les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, notamment YouTube. Merci à tous ceux qui commandent juste pour l'algo à chaque fois, c'est toujours extrêmement plaisant à lire. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.